Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Face à la mauvaise gouvernance, avec la persistance du phénomène de la corruption, les organisations de la société civile ont un rôle important à jouer dans l'éducation à la citoyenneté en vue de la restauration des valeurs dans la mise en œuvre de cette exaltante mission. Les organisations de la société civile sont accompagnées par la coopération suisse à travers son programme Redevabilité. Ce programme est mis en œuvre par plusieurs acteurs, dont notamment la Maison de la société civile. À travers ce panel que nous vous proposons ce soir, nous allons en savoir davantage sur ce programme Redevabilité et surtout ses acquis. Je reçois à cet effet Madame Reine Bancolé. Elle est assistante technique sur le programme Redevabilité à la Maison de la société civile. À ma gauche, nous avons deux invités. Il s'agit de M. Bokor Romain, le secrétaire administratif à l'ONG SOS Civisme Bénin, et puis Osé Koliko, il est porteur de cause FOSIR 2017. On en saura davantage sur ces différentes terminologies. Chers invités, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Madame Rena Bancolé, vous êtes, je l'ai dit, de la Maison de la société civile, notamment plus précisément assistante technique sur le programme Redevabilité. C'est quoi Redevabilité? Aidez-nous à comprendre cette terminologie plutôt inhabituelle. Merci, monsieur le journaliste. La redevabilité, c'est vrai, c'est un thème inhabituel, mais il faudra qu'on commence par s'habituer à ce thème. La redevabilité, vous savez, c'est le fait de rendre compte de l'exercice d'une responsabilité, quel que soit le poste où vous êtes. Chacun est redevable de tout ce qu'il fait. Quand redevabilité, c'est forcément lié à la gestion de la chose publique, notamment, je veux dire, à la bonne gestion. Alors, quel est l'intérêt de ce nouveau concept aujourd'hui, c'est vrai, impulsé par la coopération suisse et sur lequel vous opérez au niveau de la Maison de la société civile? Quel en est vraiment l'intérêt? Merci beaucoup. L'intérêt de ce nouveau concept, vous savez, aujourd'hui... La lutte contre la corruption ne date pas d'aujourd'hui. La lutte contre la corruption ne date pas d'aujourd'hui. Et puis les luttes, il y a des luttes acharnées, il y a plusieurs luttes, mais jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore atteint des résultats concrets. Donc il faut changer de méthodologie. Et c'est pour changer de méthodologie le mal, c'est à la base. Il faut pouvoir corriger le mal dès la base. D'où le thème de la redevabilité. Et ça apporte quoi de nouveau? Ce que ça apporte de nouveau, vous savez, nous, au niveau de la Maison de la société civile, nous travaillons sur l'éducation à la citoyenneté. Et pour travailler sur l'éducation à la citoyenneté, c'est déjà dès la base, déjà au niveau du primaire, du secondaire, de l'université. Quand vous travaillez déjà dès la base, quand ceux-là seront grands, ils seront forcément de nouveaux types de cadres. Comment le faites-vous? Comment formez-vous le citoyen? Comment l'éduquez-vous en vue de la restauration des valeurs? Est-ce que vous avez des postes, des curricula de formation? Est-ce que vous formez, vous allez dans les écoles? Aidez-nous à comprendre. Ok, dans le cadre du programme Redevabilité, il y a 3 acteurs qui travaillent de façon opérationnelle. Nous avons la Maison de la société civile, nous avons Social Watch Bénin, nous avons également la FECAB, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. En dehors de ces 3 acteurs, nous avons le laboratoire citoyenneté. Donc nous avons 4 acteurs qui travaillent sur le programme Redevabilité. Et chacun de ces acteurs est mis sur un programme. On attend de lui un effet. Donc, la Maison de la société civile travaille à ce que les citoyens connaissent leurs droits et devoirs en matière de redevabilité grâce au mécanisme qui est mis en place au niveau local et au niveau national. Quel est ce mécanisme? Pouvez-vous nous le définir? Au niveau de la Maison de la société civile, nous avons initié un fonds dénommé le Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité. Grâce à ce fonds qui est mis en place, nous sélectionnons des ONG, nous sélectionnons à travers, par le truchement d'un appel à projet, nous sélectionnons des ONG qui proposent des projets ayant trait à la redevabilité, ayant trait à la restauration des valeurs citoyenneté, ayant trait à l'éducation civique. Et ces projets sont mis en œuvre dans les écoles, au niveau des collèges, dans les universités, dans les confessions religieuses également. La Maison de la société civile, ce n'est pas
une ONG, c'est une structure publique, me semble-t-il. Comment vous mettez en œuvre une telle activité qui, de mon point de vue, devrait relever de la compétence des prérogatives, mais je peux me permettre, des organisations de la société civile? La maison de la société civile n'est pas, c'est vrai, ce n'est pas une structure étatique, mais c'est une association de type loi 1901 qui a pour vocation de travailler au renforcement des capacités des organisations de la société civile. Ok. Donc, du coup, vous travaillez à travers les organisations de la société civile sur le terrain. Oui, nous faisons Comment du les sélectionnez-vous? Nous faisons du fait-fait. La sélection, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas le truchement d'un appel à projet. Nous élaborons une ligne directrice que nous lançons dans lequel nous demandons, il y a des critères de sélection, il y a des thématiques sur lesquelles nous voulons travailler. Donc, dans les lignes directrices, il y a les caractéristiques, tout ce dont on a besoin, tout ce que nous voulons voir les OSC mettre en œuvre, tout est détaillé. C'est de cela que vous les sélectionnez. Voilà. Oui, justement, nous avons sur ce plateau 2 organisations que vous avez justement sélectionnées. Vous devez vous demander à M. Bokor, comment avez-vous été sélectionné par la maison de la société civile? Oui, merci beaucoup. Comme on disait Madame Reine, nous avons postulé, nous avons reçu l'appel de la maison qui demandait aux organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine de la gouvernance de postuler. Et nous avons postulé avec un projet dont le titre était Tribune citoyenne 2, parce que nous avons fait la phase 1 avec l'ambassade de France. Donc, Tribune citoyenne avait pour vocation la restauration des valeurs citoyennes, mais avec les couches jeunes, dans les écoles et dans les centres de santé. Donc, nous avons écrit le projet. D'abord, c'est en 3 phases. La première phase, c'est que vous envoyez ce que nous appelons le NIP, la note d'intention de projet, qui n'est rien d'autre qu'un petit document, mais qui présente de façon très résumée ce que vous prévoyez faire si on vous donne l'argent. Lorsque vous envoyez le NIP maintenant, il y a une commission qui travaille. Lorsque la commission travaille, que votre NIP a attiré l'attention, que votre NIP a intéressé le comité, on vous envoie maintenant un mail. Et on vous demande maintenant d'envoyer le document du projet. Là, le document du projet, il est plus large et le document du projet donne en détail ce que vous devez faire. Lorsque vous finissez avec le document, il y a un délai. Tout ce que nous faisons, c'est avec un délai bien précis. Vous envoyez maintenant le document du projet avec le budget. Ils vont maintenant travailler encore sur le document du projet. Ça veut dire quoi? Vous pouvez être sélectionné dans le NIP, mais lors de l'analyse de votre document du projet, on peut ne pas vous sélectionner finalement parce que on va voir que dans le détail même, vous n'avez pas compris le projet. Donc après maintenant que votre document de projet a été retenu, maintenant on vous appelle pour dire votre document a été retenu. Maintenant s'il y a des choses que vous devez corriger, on fait maintenant une séance où vous venez présenter votre document, vous le défendre pour qu'on puisse voir est-ce que vous maîtrisez de quoi vous voulez aller parler. Si oui, maintenant vous signez maintenant l'accord de financement avec la maison et vous avez votre financement, vous mettez en œuvre le projet et maintenant la phase commence encore là. Dans le projet maintenant, vous avez un suivi de la maison qui descend pour voir vraiment, pour qu'à la fin, nous puissions avoir les résultats et que les sous que nous recevons ne soient pas détournés à haute fin, mais que ça puisse servir vraiment à mettre en œuvre les objectifs. On va tout à l'heure rentrer dans le contenu même de ce que vous avez proposé et voir comment vous avez pu les mettre en œuvre et éventuellement apprécier ensemble les résultats. Le temps de permettre à M. Koliko, Osé Koliko, c'est quoi un porteur de cause? Merci beaucoup. Alors, porteur de cause, c'est d'abord une innovation, je dirais, de ce fonds-là. Et vous savez, habituellement, les PTF, les partenaires techniques et financiers, ont l'habitude de financer des organisations bien structurées. Et la particularité du fonds de soutien aux initiatives de redevabilité, c'est de pouvoir mettre en place la catégorie des porteurs de cause. Il s'agit des individus, donc des personnes qui portent des idées et qui veulent faire valoir ces idées, qui veulent partager ces idées-là. Et ça a été pour nous, en fait, une chance parce qu'on avait des idées qui brûlaient en nous. On voulait faire passer un message, notamment sur la manière dont on peut utiliser les outils numériques pour faire de la participation citoyenne. Et donc, ça a été une chance d'avoir cette possibilité-là de postuler à un appel à projet en tant qu'individu, sans être une association ou une ONG.
C'est très rare que des individus puissent bénéficier de financement pour mettre en œuvre leurs idées. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, cette stratégie de la part de la Maison de la Société Civile? Vous savez, l'éducation à la citoyenneté, ce n'est pas que le travail des organisations. Tout le monde peut faire de l'éducation à la citoyenneté. C'est pourquoi nous avons choisi, on s'est dit qu'il y a des individus qui portent des idéaux, qui portent des valeurs, qui veulent partager avec d'autres citoyens. Donc voilà comment cette terminologie a été choisie. C'est vrai que les nouvelles technologies offrent aujourd'hui un large spectre, beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de possibilités, d'opportunités. Et ça a peut-être pu aussi profiter à ceux que vous avez accompagnés. Mais n'est-ce pas risqué que de mettre un financement sur des individus juste parce qu'ils sont porteurs d'idées, porteurs d'initiatives? C'est vrai, c'est risqué, mais nous portons les gants pour pouvoir faire cette identification. Vous savez, les porteurs de cause, leur financement varie entre 2 millions, de 0 à 2 millions. Contrairement aux ONG qui ont 7 millions, d'autres ont 12 millions. D'abord, les financements varient de 2 millions à 20 millions. Donc, que vous soyez de la première phase, de la deuxième phase, de la troisième phase, je parle des phases parce que nous avons 3 éditions. Nous avons la première édition, nous avons la deuxième édition et la troisième édition. Donc, les porteurs de cause, ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas aussi négligeable. C'est de 0 à 2 millions. Et apparemment, vous avez fait un bon choix. C'était une bonne idée, une bonne stratégie de votre part d'avoir mis ces fonds-là sur ces porteurs d'initiatives, porteurs d'idées, puisqu'il est justement ici pour nous parler des résultats de l'action qu'il a mise en œuvre dans le cadre donc, du programme Redevabilité. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu faire? Alors, déjà, il faut dire que je travaillais déjà sur la thématique de citoyenneté numérique et nous formons les jeunes, nous leur montrons la manière dont on peut utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux pour faire de la mobilisation citoyenne, pour s'exprimer sur l'actualité, pour contribuer au développement. Et donc, nous avons mis en œuvre un projet dénommé Bon Citoyen 229. Bon Citoyen 229, c'est d'abord un projet d'éducation civique et de formation des jeunes à une citoyenneté active et responsable via les outils numériques. Et donc, le projet était composé de 3 phases. La première phase, c'était une série de formations des jeunes dans 3 localités, dans 3 communes du Bénin, Porte-Novo, Boïcon et puis Parakou. Et après les différentes formations sur la manière dont on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire de la participation citoyenne, ces jeunes ont pu mettre en œuvre des actions au profit de leur communauté. Donc c'était la deuxième phase qui était une compétition Bon Citoyen 229, dont le but était de primer en fait les meilleures initiatives citoyennes qui vont naître à partir des formations qui ont été faites. Et la troisième étape, c'est la sélection de 30 jeunes qui ont bénéficié d'un accompagnement pour être des formateurs en citoyenneté numérique, puisque je fais partie d'un vaste réseau d'activistes, et donc j'ai pu mettre à contribution ce réseau-là pour que ces jeunes puissent bénéficier des formations à distance et être à même de pouvoir former d'autres personnes. À SOS Civisme Bénin, qu'est-ce que vous avez réalisé avec le financement, l'appui de la Maison de la Société Civile? Oui, comme le disait Mme Rennes tout à l'heure, la particularité de ce fonds, c'est de dire allons à la base. Parce que si on veut changer, vous avez dit tantôt que la corruption continue. Ouais. Si on veut changer, il faut qu'on commence par travailler sur la base. Et à l'école, ceux qui ont fait l'ancienne école, on avait appris ce qu'on appelle l'éducation civique. Et ça nous permettait d'avoir un certain nombre de comportements. Mais aujourd'hui, nous avons compris que les valeurs ont déserté le forum. Les enfants, il n'y a aucun respect des biens publics. On dégrade tout. Or, Jean-Jacques Rousseau disait, un père qui engendre un enfant et qui nourrit n'a fait que le tiers de sa mission. Il doit à la société des hommes de son espèce, il doit à la société des hommes sociaux et il doit à l'État des citoyens. Alors, nous on s'est dit, en tant que jeunes qui travaillent sur les questions d'éducation à la citoyenneté, nous devons des citoyens à l'État. Alors, on s'est dit avec le FOSI d'aller dans les écoles pour sensibiliser au retour aux valeurs. Et ça s'est fait dans la commune d'Alada où on a choisi 3 écoles. Le CG1 Alada, le CG2 Alada et le CG Renvi. Qu'est-ce que nous avons fait? La première grande activité, c'était de mettre en place un club de civisme. Parce qu'on a dit, la meilleure manière d'impacter des enfants, c'est que des enfants aillent vers les enfants. Parce que les enfants ont un langage entre eux quand ils se retrouvent.
Alors, on a installé des clubs de civisme qui sont des élèves qui ont une bonne moyenne, qui sont exemplaires dans leur collège, qui peuvent amener les autres à faire comme eux. Alors, on a mis ce club, et c'était un club de 10 enfants qui a été formé sur les questions de citoyenneté. Qu'est-ce que la citoyenneté, les droits et devoirs d'un citoyen, et la gouvernance, la décentralisation, la redevabilité, comment faire du contrôle citoyen de l'action publique. Après la formation maintenant, ces enfants ont été livrés maintenant sur le terrain pour voir un peu comment ces enfants vont restituer ce qu'ils ont reçu. Donc dans les collèges, ces enfants organisaient des séances d'animation envers leur père. Outre ça, nous avons dit, aujourd'hui nous parlons de redevabilité et on a tendance à croire que la redevabilité, c'est seulement à celui qui porte une responsabilité publique. Non. Quelle que soit la responsabilité que vous portez, vous avez l'obligation de rendre compte. Parce que lorsque vous portez une responsabilité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous a donné. Alors on s'est dit, nous allons faire une conférence thématique avec les élus locaux. Et ça, on a rassemblé tous les élus locaux d'Alada. Et on leur a dit, mais ce que vous ne mettrez pas, la redevabilité, ne voyez pas la redevabilité comme un instrument pour vous mettre à nu. Mais voyez la redevabilité comme un instrument qui va favoriser la participation de vos populations à vous aider à atteindre le résultat que vous voulez, à atteindre vos objectifs. Donc, lorsqu'on a fait cette activité avec les différents élus locaux, un élu local nous a dit, mais quand on a fini de parler, il a dit, mais si lui il avait compris que la redevabilité devait le faire travailler et faire travailler sa population, il allait le faire. Et il a pris l'engagement, il l'a fait. Il est allé dans au niveau de son arrondissement, il a invité tous les élus locaux, les conseillers de son arrondissement, ils ont fait une séance, ils ont appelé la population pour rendre compte. Et quand ils ont rendu compte, on a dit, mais vous rendez compte de ce que vous avez fait et vous rendez compte des difficultés que vous rencontrez dans l'exercice. Et la population saura que, voilà ce que vous faites. Mais quand vous ne rendez pas compte, on ne peut pas savoir. Et on va juger sur les a priori et sur les discussions. Quand on a fini, on s'est tourné maintenant vers la société civile. On a organisé aussi la même activité avec la société civile. On leur a dit, oui, nous crions vers les autres. Nous allons vers les porteurs de responsabilité publique et on dit, les élus n'ont pas fait ceci. Mais est-ce que nous-mêmes, en tant que OSC, nous savons que nous aussi, nous devons rendre compte à la population de cette responsabilité que nous avons prise en tant que OSC. Nous devons leur dire, oui, on a décidé de travailler pour vous. Comment nous faisons le travail? Et entre nous-mêmes, est-ce que nous devons rendre compte? On l'a fait. Et qu'on l'a fait aussi là-bas, le jour où on l'a fait ça, il y avait une crise entre les associations des étudiants de la commune qui se sont divisées. Mais quand on a fini, le médiateur est venu dire, mais ce qu'on vient de faire, c'est tellement bien que ça lui a permis maintenant, et les étudiants qui étaient passés, on a invité les étudiants. Quand ils sont venus, ils ont compris que, au fait, le problème qu'ils avaient, c'est parce qu'ils ne se comprenaient pas et qu'ils ne se rendaient pas compte. Donc, quand on a fini maintenant, on a dit, on a incité maintenant tous les jeunes, on a fait une mobilisation citoyenne, on a invité les jeunes de la commune, on a marché jusqu'à la mairie. On a demandé au maire de venir et les jeunes ont porté un message au maire. Et le message porté au maire, c'était, monsieur le maire, nous sommes jeunes et nous voulons que le développement de la commune ne se fasse pas sans nous. Parce que le maire a initié un forum des jeunes, ils ont dépensé l'argent des partenaires, ils ont fait le forum. Mais les conclusions du forum sont restées là et les jeunes dans aussi. Les tiroirs, comme ça vient oui, souvent et les jeunes aussi étaient là. On a dit, mais tant que vous ne vous levez pas pour parler, votre commune restera toujours. On leur a dit, à partir de maintenant, vous devez travailler parce que vous êtes une commune maintenant. Vous êtes le porteur du département de l'Atlantique. Alors, vous devez travailler à être la vitrine. Et pour être la vitrine, vous devez prendre part. Ça n'a pas été facile parce que c'est les difficultés. On va revenir sur les difficultés. Ça n'a pas été facile, mais ça a donné. Et des jeunes étaient là, les étudiants, on a censuré les étudiants. Et aujourd'hui, nous croyons que ça continue parce que ces clubs que nous avons installés, on continue de travailler toujours dans les collèges. Il y a des effets qu'on a reçus, qu'on va partager avec vous dans le cours de l'émission. Madame Bankole, deux bénéficiaires, ils ont parcouru beaucoup de localités, Alada, Renvi, Porto Novo, Boyko, Parakou, pour ce qui concerne notre ami Koleko, porteur de cause. Combien de communes avez-vous impacté globalement à travers la mise en œuvre de ce programme? En termes d'impact, nous avons couvert les 77 communes du Bénin. C'est vrai que le FOSI a couvert 67 communes. Les 3 éditions ont permis de couvrir
67 communes, mais les 10 communes qui ont été laissées en rade, ils ont bénéficié de l'organisation de conférences thématiques sur les valeurs citoyennes, le respect du bien public, le droit de vote, le droit à l'information, beaucoup de thématiques. Alors, on a observé que la stratégie que vous utilisez, c'est le faire-faire, et ça se poursuit même au niveau des organisations que vous accompagnez, puisque pour ce qui concerne SOS Civisme, on mobilise les écoliers pour qu'ils puissent parler dans leur langage à leurs autres camarades, idem pour les amis des réseaux sociaux, enfin des nouvelles technologies. Quel est le lien qu'est-ce qui vous lie aux organisations que vous soutenez, au-delà du fait que vous mettez les moyens à leur disposition? Comment vous organisez le suivi? Le suivi se fait en plusieurs étapes. Vous savez, nous avons des référents. Des référents, c'est des gens qui ont été recrutés pour faire un suivi rapproché auprès des bénéficiaires. Ce sont des gendarmes que vous placez derrière eux? Ce n'est pas des gendarmes, c'est pas des gendarmes. C'est pas des gendarmes, mais c'est des individus expérimentés dans la gestion de projets, dans le suivi des organisations qui sont recrutés pour pouvoir accompagner les porteurs de projets. Donc ceux-là, ils font un suivi rapproché. Chaque mois, ils descendent au niveau des organisations pour voir les difficultés, est-ce qu'ils ont des problèmes particuliers pour pouvoir résoudre. Parfois, vous savez, dans la mise en œuvre de ces projets, il y a le fait que les porteurs de projets travaillent avec les élus, ce qui n'est souvent pas facile. Donc parfois, quand il y a des difficultés, ils font appel à ces référents qui les accompagnent. Dans l'animation également des activités, quand ils ont des communications, toutes les activités, parfois, les référents sont là pour représenter la maison. Mais également, il faut dire qu'au niveau de la maison, nous faisons un suivi trimestriel. Chaque trimestre, nous descendons au niveau de chaque organisation ayant bénéficié de financement pour voir comment ça évolue, parce qu'il y a quand même des indicateurs à atteindre. Faut pas attendre la fin du projet pour pouvoir constater les casses. Donc très tôt, nous descendons sur le terrain, et puis chaque mois, nous avons des remontées, ce qui nous permet de prendre des décisions. Combien de structures ou d'initiatives avez-vous accompagné? On peut 67 organisations. À raison d'une part commune, vous avez dit que vous avez impacté 67 communes à travers le fossile. Et quelles sont les différentes catégories dans lesquelles vous appuyez les initiatives, les différents secteurs? Le fossile a couvert 8 secteurs. Nous avons le secteur de la gouvernance, la santé communautaire, le secteur de l'éducation, le secteur de l'eau, le secteur du tourisme, le handicap, le numérique, voilà. C'est puis ça. L'environnement. Ok. Alors, Tribune Citoyenne 2, dans la mise en œuvre de ce projet, quel est le constat que vous avez pu faire personnellement d'abord, le ressenti du terrain? Partagez cela avec nous. Oui, le ressenti du terrain, au départ, ce n'était pas gagné d'avance, ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce que pour intervenir dans les écoles, il faut avoir d'abord l'autorisation du ministère. Et la chance qu'on avait en ce moment, c'est pas, même quand le ministère ne peut pas vous donner, vous pouvez aller directement au niveau de la direction départementale. Et lorsque les gens entendent que vous venez pour faire ce qu'on appelle de la redevabilité, en même temps ils sont braqués contre vous. Tout à fait. Parce qu'ils se disent, vous êtes venu fouiller pour dénoncer ce qui ne va pas. Or, nous, on n'est pas là pour dénoncer ce qui ne va pas. On est là pour qu'ensemble, nous mutualisons nos efforts pour mieux faire. Pour que chacun, lorsqu'on va partir, on soit fier d'avoir laissé quelque chose. Donc, on est rentré en contact avec la direction départementale pour avoir l'autorisation. C'est vrai que là, on a une chance, on a pu rencontrer le directeur départemental. On a expliqué le projet, il a vu que c'était bien. Parce que la stratégie qu'on a utilisée, on a dit, dans le cursus scolaire, on a dit, mais vous, monsieur le directeur départemental, vous avez fait ce qu'on appelle l'éducation civique. Et c'est ça qui a fait de vous aujourd'hui ce que vous êtes. Mais nos enfants, à cause de nous aînés, ils ne sont pas en train de faire l'éducation civique. Et c'est ça qui a fait que dans les collèges, il n'y a plus de respect. Il a vu que c'était un bon projet, donc il nous a accordé l'autorisation. On a remis ça au directeur et les gens nous ont accompagnés. Mais là où c'était plus difficile, c'était notre collaboration avec la mairie. C'était notre collaboration avec la mairie parce que on est venu dans une période où la mairie avait une crise au sein du conseil communal. Donc, chacun voulait nous tirer d'un côté.
Donc, quand vous venez là pour des discussions, quelqu'un vous voit pour dire oui, il faut faire ça, hein, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que ce qui se passe chez nous là, c'est pas ça, il faut faire ça. Correct le risque de vous laisser embarquer. Oui, il faut faire ça. Et nous, on a dit non, on n'est pas venu pour faire ça. Nous, on est venu pour dire, mais si nous faisons de la redevabilité un instrument de notre gouvernance, on va mieux gérer et on sera mieux accepté. Aussi bien les jeunes, on a compris aussi que la jeunesse que nous avons rencontrée à l'ADA n'était pas une jeunesse motivée et engagée. C'était une jeunesse qui était plus sur le net. C'était une jeunesse qui était plus politique. Donc, et la plupart de la jeunesse d'Alada avait une étiquette. Donc, qui allait venir avec nous pour dire que je mobilise les jeunes pour vous? On est allé jusqu'à rencontrer le président de l'OCJ d'Alada. Mais il n'a pas pu, parce qu'après, on a compris que lui-même, il avait une étiquette politique. Et il ne s'entendait pas. Donc, qui va nous soutenir? Donc, la seule chose qu'on avait, notre force, c'était les collèges. Et après les collèges, c'était les artisans. Parce que nous, on a dit, on ne veut pas nous attarder sur les aînés, pour nous, qui ont déjà mal fait, qui sont une génération qui passante. Alors, il faut travailler sur la génération montante. Alors, on a dit, travaillons avec les élèves, travaillons avec les artisans. Eux, ils nous ont accueillis vraiment à bras ouverts parce qu'ils ont vu l'opportunité, ils ont vu l'importance. Et c'est comme ça que nous avons commencé par travailler. Et pour vous raconter ce que nous avons vécu, qui nous a conforté encore dans notre position. Et quand la maison est venue voir, on les a dit, ils sont allés voir les enfants. Quand on a fini la formation, un dimanche. On était à Calavi et ils nous ont appelé un mardi. Et les enfants nous disent qu'ils veulent aller rencontrer le maire. Vous voulez aller rencontrer qui? Ils veulent aller rencontrer le maire. On a dit, mais comment vous voulez aller rencontrer le maire sans nous? Ils disent oui, qu'ils ont déjà fait le courrier, hein, que leur directeur les a aidés, ils ont fait le courrier, qu'ils ont déjà déposé, ils veulent rencontrer le maire. Ah, d'accord, allez rencontrer le maire et dites-nous ce que vous êtes allés. Vous savez que les enfants sont allés voir le maire. Ils ont dit au maire, devant le maire là, que la mairie est sale. C'est comme ça qu'ils ont fait sortir le mot. Que la mairie est sale. Que quand on vient dans une commune là, que la mairie, c'est la vitrine de la commune, que c'est là les gens viennent. Et que de voir même derrière le bureau du maire là, qu'il y a des aides et que c'est ça. Et que eux, en tant que citoyens maintenant, qu'ils vont commencer par nettoyer. Donc, comme c'est des enfants et ces élèves, le maire, même si ça lui fait mal, il va prendre parler, c'est ses enfants, il va dire que c'est une vérité. Et c'est là, ils ont dit, d'accord, si c'est ça, on va nettoyer. Et tous les chefs de service de la mairie, le maire a dit, n'étaient pas disponibles. Tous les chefs de service de la mairie, nous, on est venus avec les équipements. Et le samedi, à 7h, on s'est donné rendez-vous. On a nettoyé la mairie. Et en nettoyant, on a sensibilisé. Les enfants ont sensibilisé les acteurs. Et la mairie a pris en charge leur collation, a fait du sandwich avec de la boisson. Et ils ont dit, voilà. Et quand ils ont fini de faire ça à la mairie d'Alada, ils sont allés à Rinvi. Ils ont fait la même chose à l'arrondissement. Ils ont dit au CA, mais on ne peut pas être CA et que la maison soit sale. Et que vous avez un gardien. Ils ont dit ça au CA, que vous avez un gardien et le gardien ne peut pas faire ça. Il faut lui dire ce qu'il doit faire. Et après ça, deuxième acte qui nous a touché, c'est un jeune enfant qui a retrouvé un portable Android, un élève qui a retrouvé un portable Android d'une grande valeur. Et le censeur nous faisait dire, et quand il a retrouvé le portable, il a ramené le portable à l'école, il a remis ça au surveillant pour dire que c'est comme ça, il a retrouvé, il a ramassé ce portable. Et le surveillant dit, le censeur nous disait que voilà, ça veut dire que ce que nous disons, les valeurs que nous prenons, les sensibilisations que nous faisons, sont en train de changer. Parce que ce qui est compliqué, lorsque vous êtes dans le domaine de la gouvernance, dans l'éducation, la citoyenneté, vous travaillez plus sur la personne. Oui. Le résultat n'est pas tout à fait. On ne touche pas par le pas comme ça. C'est les effets que vous avez. Mais lorsque vous avez 2 ou 3 personnes, lorsque vous faites de l'éducation, la citoyenneté, ce n'est pas le nombre qui vous intéresse. Mais si une personne peut commencer déjà par changer, par impacter, dans son environnement, il va impacter. Et c'est ça, la maison de la société civile a compris avec le fossile. Pour dire, allons à la base et commençons par impacter 1 ou 2 personnes à la base. Au fur et à mesure que nous allons impacter les enfants à la base, on finira par impacter le grand nombre. Parce que c'est les enfants d'aujourd'hui qui vont devenir des dirigeants de demain. Et vous travaillez sur une matière un peu, je dirais, délicate. Les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, ce n'est pas tellement facile de sensibiliser les gens, les cyber-citoyens, détenteurs de son téléphone, de sa connexion. Il en fait ce qu'il veut. Ils ne sont pas souvent accessibles à des messages
de sensibilisation sur les valeurs. Les gens sont plutôt plus aptes, plus prompts à publier des messages politiques, des informations, aussi de l'intox. Comment vous avez pu vous en sortir? C'est vraiment un grand défi que nous avons pu relever dans le cadre de ce projet-là. Vous savez, habituellement, les gens utilisent les réseaux sociaux, surtout les jeunes utilisent les réseaux sociaux pour le divertissement. On publie tout ce qu'on voit. Mais il y a un autre usage responsable qu'on peut faire des réseaux sociaux. Et c'est ce que nous avons promu à travers Bon Citoyen 229. Alors, pour y arriver, nous avons d'abord lancé un appel auquel plusieurs jeunes ont postulé. Et à partir de leur profil, nous avons pu les sélectionner. Et nous avons maintenant expliqué comment on peut utiliser les réseaux sociaux pour contribuer au développement. Nous avons sensibilisé sur les comportements responsables qu'il faut avoir quand on est sur Internet, quand on utilise les réseaux sociaux. Nous avons montré qu'on peut utiliser ces outils-là pour pouvoir s'exprimer, pour donner son opinion par rapport à la gouvernance, par rapport à tout ce qui se passe. Nous avons montré qu'on peut également l'utiliser pour initier des actions citoyennes, pour mobiliser des gens, des amis autour d'une cause au service de la communauté. Et ce qui m'a beaucoup marqué et ce que j'ai appris personnellement comme leçon, c'est que le travail en équipe fait gagner du temps. J'étais seul en tant que porteur de cause et il fallait organiser des formations à Porto-Novo, Boikon et Parakou. Et j'ai vu vraiment ce que les réseaux sociaux sont capables de faire en termes de mobilisation. Il suffit de dire, tiens, est-ce que des gens sont disponibles pour pouvoir initier ou organiser telle activité à Parakou, à Boikon, et rapidement, vous avez des gens qui se portent volontaires et qui, en fait, contribuent, participent, comme si, dans la vie réelle, ils vous connaissaient. Et donc, ça a été vraiment une très grande leçon. Et ce que nous avons aussi fait, c'est que nous avons été très transparents dans la communication. On n'hésitait pas à mettre à disposition même le budget du projet pour que ce soit accessible aux internautes. Et tout ce qu'on faisait, en fait, nous avons laissé des traces à travers notre page Facebook. Et tout le monde pouvait être informé par rapport au processus, à quelle étape nous sommes. Et donc, ça a été un moment aussi d'apprentissage personnel et un moment également où on a pu faire la connaissance d'autres jeunes qui sont vraiment déterminés à utiliser les réseaux sociaux comme un outil de développement pour pouvoir engager des actions citoyennes. Et je vais vous raconter quelques exemples qui m'ont personnellement touché. Oui. On était à Parakou pour une formation quand un jeune s'étonnait du fait qu'un simple citoyen pouvait assister à un conseil communal. Et on lui a dit, mais tiens, selon les tests, lorsqu'il y a un conseil communal, les citoyens peuvent bel et bien participer, même s'ils n'ont pas la possibilité d'intervenir. Et donc, c'était une surprise pour lui. Et dans le temps, il s'est fait que le conseil communal de Parakou se déroulait. Et puis, ce jeune a participé. Et quand il participait, il relayait sur les réseaux sociaux tout ce qui se faisait, toutes les décisions qui se prenaient. Et je dis, tiens, ça, c'est un exemple concret qui montre qu'on peut bel et bien utiliser ces outils-là et les mettre au service du développement. Et l'autre chose aussi qui nous a beaucoup marqué, c'est qu'il y a un groupe de jeunes qui, après la formation à Porto-Novo, a décidé de créer un site web et mettre les modules de formation dont ils ont bénéficié à disposition d'autres jeunes connectés pour que ces personnes-là soient informées. Et nous avons eu d'autres initiatives, par exemple une initiative à Boikon où ils ont créé un groupe et une page Facebook. Et sur cette page, en fait, ces jeunes-là dénonçaient les actes d'incivisme qu'il y avait à Boikon. Il y a par exemple les panneaux solaires qui étaient détruits, il y a des infrastructures qui étaient saccagées. Et ils prenaient en fait des images pour dénoncer cela sur les réseaux sociaux et montrer la nécessité de pouvoir changer. Donc voilà autant d'exemples concrets que nous avons pu obtenir. Et à Porto-Novo, par exemple, il y a un groupe de jeunes qui a organisé une restitution où il y avait plusieurs autres jeunes qui ont participé. Et à Parakou, nous avons eu un groupe qui a sensibilisé sur le code du numérique parce que le code numérique venait d'être voté et on était en juin par là. Donc le code avait été promulgué en mai 2017 si ma mémoire est bonne. Et donc ce groupe de jeunes
a fait en quelque sorte une première sensibilisation à Parakou sur la nécessité de pouvoir publier des choses responsables, de pouvoir publier des choses qui peuvent aider au développement, surtout lorsqu'on est sur Internet. Et donc déjà, nous on luttait contre les intoxications, les infos, en disant déjà qu'il faut respecter la dignité humaine lorsqu'on est sur Internet. Parce que j'en publie beaucoup. Tout à fait. Parce qu'il y a un cas d'accident, on ne porte pas secours, mais d'abord on veut filmer et montrer avec le visage des victimes. Ce qui porte atteinte à la dignité humaine. Et nous avons... Beaucoup continuent toujours de méconnaître les dispositions du code du numérique. C'est pourquoi il est toujours utile, parce que l'occasion se présente, de sensibiliser les citoyens, notamment les cyber-citoyens. Madame Bankole, on a écouté beaucoup de témoignages, des retours de terrain. Est-ce que vous avez le sentiment, à la maison de la société civile, d'avoir atteint vos objectifs à travers les résultats de ces structures que vous accompagnez? Atteindre les objectifs, c'est trop dit. Vous savez, le changement de comportement, c'est un travail de longue haleine. On ne peut pas travailler. On a exécuté des projets de 6 mois, des projets d'une année. L'être humain, excusez-moi, est têtu. On ne peut pas en 6 mois, en 12 mois, dire que nous avons changé les comportements. Donc, tant qu'on n'a pas fini, ça veut dire que nous avons encore des choses à faire. Il y a toujours à faire. Mais c'est déjà quand même satisfaisant parce que nous avons couvert toutes les communes du Bénin. Il y a une étude de satisfaction qui a été faite la dernière fois. Nous avons vu que les résultats étaient quand même très très intéressants. Les gens étaient satisfaits. Mais comme je vous l'ai dit, le changement de comportement, c'est un travail de longue haleine. Donc il faut toujours continuer. Les enfants que nous avons vu des enfants en 6e. Je vais vous donner juste un exemple. Il y a au CG Sainte-Rita, vous savez, nous avons financé un projet à Cotonou qui a couvert le CG Sainte-Rita, Tantokpa et puis le Nokoué. Là, il s'est agi de travailler avec les responsables de classe. Donc, on a amené les responsables de classe à rendre compte de tout ce de leurs activités. Quand il y a les activités culturelles, les enfants se cotisent 1000 francs, 1000 francs. Donc, les responsables de classe étaient amenés à rendre compte de leur gestion. Ça a été un exercice très très important, et puis même les autorités ont beaucoup appris de cet exercice. Donc nous avons vu des enfants là, ils ont témoigné, ils ont dit, parce que les enfants, on a organisé, cette ONG a organisé des conférences thématiques et ils ont utilisé des méthodes innovantes, des enfants qui faisaient des sketchs. On voit des enfants qui avaient de mauvais comportements et c'est même au sein du groupe là que les gens dénoncent déjà, c'est pas bon, et puis on tirait des leçons, qu'est-ce qu'un bon citoyen doit faire, qu'est-ce qu'un élève doit faire. Donc nous avons vu des élèves qui ont dit vraiment que depuis que ce projet on les a sensibilisés, ils connaissent leurs droits, leurs devoirs, ils savent ce qu'on n'entend pas. Les valeurs citoyennes, ils ont pris l'engagement. Il y en a qui disent nous on ne porte plus les boucles d'oreilles, il y en a qui disent nous on ne laisse plus les cheveux en désordre. Donc il y a eu beaucoup de restrictions. Il y en a qui ont même dit nous, il n'y a plus de casse, on ne vole plus les ampoules. On ne casse plus le matériel didactique parce que parfois les enfants sont énervés, on les renvoie pour la contribution, mais de l'étage, ils attendent carrément le soir, ils peuvent prendre des tables et bancs et jeter parce qu'ils sont fâchés. Mais ces enfants aujourd'hui ont pris conscience et savent ce qu'on n'entend pas, la restauration des valeurs citoyennes. Et nous avons également des enseignants qui ont témoigné et ils ont dit, nous on pensait, c'est vrai, on a été identifiés pour accompagner ces élèves, mais on pensait que c'était des projets uniquement pour les élèves. Mais nous-mêmes, nous avons beaucoup gagné et les choses que nous avons, ils ont confessé qu'eux-mêmes, ce qu'ils ont appris, ils ont commencé par mettre en application, même dans leur maison. Donc ça fait un prolongement de ces actions mises en œuvre. Mais alors, les résultats que vous nous avez racontés, M. Osé Koliko, vous ne les avez sans doute pas juste sans braver des difficultés. Parlez-nous-en. D'accord. Et d'abord, il faut dire que quand on est porteur de cause, on ne peut pas travailler seul. Donc, il faut forcément constituer une équipe et travailler avec l'équipe. Et vous savez, pour constituer une équipe, il faut pouvoir trouver des personnes de confiance. Et déjà, ça, c'est un premier défi qu'il faut relever lorsqu'on est porteur de cause. Voilà, puisque si c'est une organisation, l'organisation a peut-être des membres, des démembrements, des personnes qui sont situées dans les différentes localités. Mais là, lorsque vous êtes porteur de cause,
il faut pouvoir et mobiliser une équipe qui travaille avec vous. Et c'est vraiment le premier défi. Et je pense que lorsque ce défi-là est relevé, le reste, ça marche correctement. Puisque si vous avez des personnes de confiance qui peuvent vous aider à faire des courses, qui peuvent contribuer, alors c'est plus facile. Et en termes de difficultés, il faut dire qu'au départ, c'est vrai que la maison de la société civile a organisé une formation sur la procédure et de décaissement. Il y a eu plusieurs formations organisées. Mais en tant que porteur de cause, c'était un peu difficile dans la pratique. D'accord? Parce que les formations étaient un peu calquées sur les ONG et les porteurs de cause n'avaient pas forcément les mêmes procédures que les ONG. Donc ça fait partie même des recommandations qui ont été formulées à l'endroit de la maison de la société civile. Et à part cela, l'autre difficulté aussi, ça a été la collaboration avec les élus locaux. Mais il faut dire que sur ce point-là, nous avons pu trouver des solutions parce que les cellules de participation citoyenne qui sont déjà dans ces localités-là nous ont beaucoup accompagnés, nous ont beaucoup aidés, ce qui a facilité en fait et le rapprochement entre le porteur de cause que je suis avec certaines autorités communales. Et donc voilà un peu les difficultés. Et l'autre chose aussi, c'est que le cachet du porteur de cause, comme Mme Bankole disait tout à l'heure, c'est c'est moins de 3 millions. Moins de 3 millions. Et donc pour des activités, il y a parfois des détails en fait qui n'ont pas été pris en compte dans la budgétisation. Mais ça fait partie en fait des apprentissages pour pouvoir améliorer les prochaines fois. Voilà. Vous, M. Boko, on sait que votre principal obstacle sur le terrain a été la politique. les contraintes politiques sur le terrain. Mais quelles sont les autres difficultés éventuelles que vous avez rencontrées? Oui, comme difficulté, comme je le disais, on n'a pas eu, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais la difficulté qu'on avait, c'était politique. Parce que quand vous y allez à l'ADA, c'est une commune qui est malheureusement fortement politique. Et la jeunesse d'Alada aussi est dans la politique. Donc, on avait un volet qui devait travailler avec les organisations de jeunes. Et c'est la difficulté qu'on a eue. Et c'est difficilement, on a pu organiser les mobilisations citoyennes. On a dû se rabattre sur les élèves et les artisans. Or, on voudrait plus travailler avec les organisations de jeunes. Ça veut dire quoi? Les associations de jeunes, l'OCJ, parce que ceux-là pouvaient facilement porter la voix de la jeunesse. Mais on n'a pas pu vraiment faire avec la CIC. Deuxième difficulté, c'était avec les élus locaux. Et la chance qu'on avait eue, on a eu le secrétaire général de la mairie qui nous accompagnait parce qu'il y avait des activités où il fallait venir à la mairie, utiliser leur salle. Il y avait des activités où le maire devait être là. Et on vous dit oui, qu'il a confirmé, c'est bon. Et c'est à 30 minutes de l'activité que le maire que vous avez vu dans son bureau tout de suite là, vous venez dire que le maire est parti, qu'il a une urgence et qu'il est parti. Donc vous êtes obligé maintenant de dire comment vous réorganisez pour que l'activité tienne. Parce que vous avez un résultat. Et lorsque vous avez un résultat, il faut le faire. Et comme je le disais un jour, il a dit, ce projet m'a permis de comprendre que pour avoir un résultat, il faut faire avec l'homme politique. Il faut lui montrer que tu es avec lui, mais habilement, tu sais là où tu marches. Oui. Vous avez l'intention de retourner sur le terrain? Non, on va repartir. Mais on leur a dit, parce que vous imaginez que on a fait une activité où on était allé à un conseil communal. Et les gens étaient là. Nous, on était là en tant qu'observateurs. On n'avait pas la possibilité de parler. Mais les gens ont vu des choses qu'ils voulaient dénoncer. Mais comme ils savent que nous, on est dans la commune, ils sont en train de faire ça, ils viennent nous voir, nous. Pour dire que de dire ça. Et on a dit, là où nous on est là, on ne peut pas dire ça. Parce que nous on est là en tant qu'observateur, mais toi tu as un chapeau. Et le chapeau que tu as un chapeau de élu communal. Donc c'est toi qui vas dire. Il dit non, que s'il dit ça maintenant, quand ils vont se retrouver là-bas, on risque de le lapider pour dire qu'il est venu mais à nu. Si tu ne peux pas dire, moi je ne peux pas dire. La seule que vous allez dire après, c'est après dénoncer. Mais on ne peut pas. Donc c'était pour nous, c'était vraiment la politique qui a voulu se mêler à nos initiatives, qu'on a su quand même trouver l'astuce. Et c'est là où il faut saluer cette stratégie de mettre en place ce qu'on appelle, Madame Bankole vient de parler des référents, mais au-delà des référents, il y a les relais.
Ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle le plus bas niveau encore, qui sont les relais, qui sont encore plus proches de vous que les référents. Parce que le référent, il est au niveau départemental, mais le relais, il est au niveau communal. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans la commune, que vous avez des difficultés, il y a le relais qui est là, qui peut vous aider à résoudre les difficultés. Lorsque lui n'a pas la solution, vous remontez vers maintenant le référent qui peut vous aider. Maintenant, quand le référent est compliqué, quand il n'y a pas aussi de solution, il faut aller à la maison de sécurité. Ce qui est vraiment rare parce que les référents, c'est des gens qui maîtrisent. Et les relais, c'est des organisations aussi qui sont dans la zone, qui travaillent comme vous. Donc c'est toujours plus... C'était ça qui nous a beaucoup aidé et qui en même temps, au fur et à mesure, comme à chaque fois ils étaient avec nous, on voyait les difficultés venir et il fallait les contourner en même temps au fur et à mesure. Donc c'est à part les quelques soucis qu'on a eu au niveau politique, les acteurs politiques n'étaient pas là, il fallait négocier. Même quand vous écrivez les courriers, on a demandé au maire de faire, mais comme il fallait trouver des astuces quand même pour les faire venir vers vos activités pour atteindre les résultats et on a pu utiliser ça pour s'en sortir. Madame Ankole, on constate que les résultats sur le terrain, en tout cas remontés par les bénéficiaires, sont pertinents. Mais que faites-vous? Qu'est-ce que vous comptez faire pour préserver ces acquis et voir accroître l'action sur le terrain? Avant de revenir sur votre sujet, permettez-moi quand même d'énumérer quelques résultats pertinents. Parce que vous savez, il y a des endroits, l'État n'a pas pu jouer pleinement son rôle. Mais grâce aux fossiles, nous avons pu combler ce vide. Je vous donne un exemple concret. Dans la zone de Basila, dans la commune de Basila, nous avons une ONG qui est intervenue, qui a travaillé à la redynamisation des conseils de village. C'est la première fois que ces conseillers ont été formés sur leur rôle. Les élections ont été faites depuis 2015, mais jusqu'en 2019, les conseillers ne savaient pas ce qui était leur rôle, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Ils ne savaient pas comment, ils ne savaient pas qui devait élaborer, qui devait tenir des séances. Ils ne savaient pas comment élaborer des PV, comment faire des comptes rendus, comment faire des rapports. Donc, grâce à ce projet, ils sont rentrés dans leur rôle. Et puis aujourd'hui, nous avons de bons retours en ce qui concerne ces conseillers. Nous avons également vu des femmes analphabètes, des femmes artisanes qui ont travaillé dans beaucoup de communes et grâce à leur intervention, elles se sont sensibilisées entre elles parce qu'elles ont pris conscience, elles savent qu'elles sont des citoyennes, qu'elles ont des devoirs. Donc pour elles contribuent au développement de leur localité en payant des taxes. Nous avons beaucoup de résultats. Nous avons également dans plusieurs communes, dans les communes de Semenkoji, dans les communes de Grand Popo, dans les communes de Lokossa, Dogbo, j'en passe, où aujourd'hui les jeunes ont été sensibilisés sur l'utilisation des sachets plastiques et aujourd'hui eux-mêmes ils ont confectionné des sachets biodégradables. Donc on constate que vraiment les actions ont été menées dans différents domaines et les résultats sont là, assez éloquents. Mais les perspectives du fossile? Oui, les perspectives. Le fossile, c'est vrai, le programme, c'est un programme de 12 ans. Le programme redevabilité, c'est sur 12 ans. La première phase a pris fin le 31 décembre. Nous avons des activités sont là. Il y a toujours, comme je vous l'ai dit, il faut toujours continuer à sensibiliser les OSC qui ont travaillé. Il faut faire des tours pour aller, il faut faire des missions pour descendre sur le terrain pour voir. Alada est proche, on peut toujours descendre au niveau de Alada, voir les jeunes, les clubs qui ont été mis en place, comment ça fonctionne. Au niveau de CG Sainte-Rita, dans Topa, j'en passe, on peut toujours descendre au niveau de ces collèges, voir qu'est-ce qui reste et continuer les activités. Vous avez déjà une réponse en direct pour notre ami Koliko par rapport à l'enveloppe qui n'est pas assez consistante pour lui permettre de travailler davantage, d'impacter davantage de cyber-citoyens? Oui, vous avez posé un problème tout à l'heure. Vous avez dit, est-ce que ce n'est pas des risques en finançant des individus? Oui. Ça fait partie. C'est des risques, mais un individu, on ne peut pas confier quand même une somme. Lorsque l'individu a prouvé, comme il a pu le faire à travers ses résultats, oui. Est-ce qu'il ne mériterait pas, par exemple... Oui, comme je vous l'ai dit, on va réfléchir sur la forme à adopter au cours de la deuxième phase. Et vous allez aussi pouvoir aider
Monsieur Boko a réglé les problèmes politiques rencontrés sur le terrain. Mais non seulement des problèmes politiques, mais il faut quand même dire que sur toute l'étendue du territoire en 2017, il y avait des grèves bêlées qui ont empêché réellement la mise en œuvre de ces différents projets, surtout ceux qui ont comme cible les écoles. Voilà. Ben, nous sommes au terme de ce panel. Madame Reine Bankole, assistante technique sur le programme redevabilité à la maison de la société civile. Merci d'être passé sur ce plateau. Monsieur Romain Bokos, secrétaire administratif de SOS Civisme Bénin, bénéficiaire du programme redevabilité. Et puis Osé Koliko, porteur de cause FOSI 2017. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience, notamment les résultats de vos actions sur le terrain, sur le plan de l'éducation à la citoyenneté en vue de la restauration des valeurs. Merci, cette émission a été coproduite par la maison de la société civile et Canal 3 Bénin. Merci de l'avoir suivi, portez-vous bien.